Hafta pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, qui sera consacré aujourd'hui à un passage en revue de la situation régionale, attendu que même si la plupart des pays du Moyen-Orient sont à juste titre préoccupés par l'épidémie en plein développement de coronavirus, les dossiers brûlants, eux, restent les mêmes à l'échelle régionale et ne semblent ne pas devoir se résoudre rapidement à cause ou grâce à ce virus. Alors, pour faire ensemble ce tour d'horizon régional, se trouve avec nous dans le studio le docteur Meir Masri. Meir, après une thèse de doctorat à l'université Paris 8 sur les relations entre Israël et les chrétiens du Liban, vous êtes donc devenu docteur en géopolitique et maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem, avec comme spécialité l'analyse des conflits et des dossiers du Moyen-Orient, ce qui explique votre présence aujourd'hui pour ce passage en revue. Vous êtes aussi président du Middle East Pact, une ONG basée à Paris œuvrant au rapprochement entre diplomates israéliens et les pays du Moyen-Orient. Et vous, outre le fait que vous êtes aussi auteur d'ouvrages sur les problèmes et les phénomènes marquants de cette région, vous intervenez assez régulièrement dans les médias israéliens et francophones. Alors, passage en revue, premier thème de ce kaléidoscope. Où en est-on avec un sujet qu'on a un petit peu oublié vu ce qui nous préoccupe aujourd'hui, après les élections et avec le virus, c'est le deal du siècle qui avait été proposé, on s'en souvient, le 28 janvier dernier, voilà donc un mois et demi presque, par le président Trump, et qui fut aussitôt accepté par Israël, d'ailleurs aussi bien le Likoud que, avec quelques nuances, le parti bleu et blanc de Benny Gantz, et qui a été rejeté en tout cas par les Palestiniens. Une proposition quand même historique qui semble, 7 semaines après, être restée en suspens dans le meilleur des cas, et je dirais même inapplicable pour l'instant, compte tenu en tout cas du blocage politique en Israël. Alors où en est-on avec... Alors tout d'abord, l'initiative américaine médiatiquement appelée deal du siècle n'a pas encore été acceptée par Israël, puisqu'elle n'a pas été ratifiée par le Parlement, par la Knesset, compte tenu de la situation, l'impasse dans laquelle se trouve le pays actuellement. Même si on aurait pu en réalité l'adopter s'il y avait une volonté réelle de la part des deux grandes formations politiques, ça ne s'est pas fait, parce que même dans cette impasse, on peut quand même faire voter des lois, mais ça n'a pas encore été fait. Alors le deal du siècle, bon, jusqu'à présent, donc, il est question d'une initiative de paix américaine, franchement, pour être honnête et objectif, qui s'inscrit dans le sillage de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des accords d'Oslo. On n'est pas très très loin de la configuration. D'ailleurs, on reste dans la logique de deux États pour deux peuples, sur la base des frontières de 67, parce que même si on parle d'annexion d'une partie de la Judée-Samarie, et on parle de compensation territoriale, justement pour compenser donc les zones qui seraient annexées, et donc en termes de proportionnellement au territoire, en termes de proportion territoriale, on est toujours dans la logique en fait de retour, non pas aux frontières de juin 67, mais en tout cas que la partie arabe... Le partage de la terre. Le partage de la terre, et en fonction de la proportion territoriale issue d'avant 67. Et donc à partir de là, on reste, si vous voulez, dans la même configuration. Alors, quelle est la nouveauté ? Alors, on pense que ce qui est nouveau, c'est qu'on pousse la partie palestinienne à renoncer au droit au retour, à renoncer à la question de Jérusalem, même si dans l'initiative américaine, encore une fois, on parle de quartiers de Jérusalem qui pourraient être abandonnés au profit de des quartiers qui sont de l'autre côté de la barrière déjà, je crois. Oui, mais vous savez, quand on se réfère au dernier round de négociations, que ce soit avec Rabin, Barak ou sous Olmert, c'était la phase la plus avancée, et bien on se rend compte que c'était à peu près la même chose, puisque jamais Israël n'a accepté, même sous les gouvernements les plus à gauche, de recevoir des réfugiés palestiniens. Même la proposition Clinton à Ottawa en 2000 parlait de 50 000 réfugiés palestiniens, entre guillemets bien entendu, qu'Israël pourrait intégrer. Israël a dit non, Israël des Ehud Barak. Hein. Et par conséquent, si vous voulez, il n'y a rien de très nouveau concrètement. Alors, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que plusieurs pays arabes se rapprochent de la position israélienne. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport
à la situation à laquelle on a assisté par le passé, on a vu quand même que 3 pays ont participé à l'élaboration du plan et qui ont envoyé leurs ambassadeurs assister à la cérémonie, à savoir les Émirats arabes unis, Bahreïn et Oman, sans oublier l'Arabie saoudite et le Maroc qui ont appuyé l'initiative en disant que c'était un pas constructif vers la paix. Alors pourquoi en Israël on considère que c'est un acquis. Tout d'abord parce que le Likoud est en campagne électorale depuis un an et demi, et donc on est dans une logique électoraliste. Deuxièmement, parce qu'on a une administration américaine qui est quand même beaucoup plus favorable à Israël que l'administration Clinton ou Obama, bien sûr. ou Obama, ou même Bush Père et fils. Ouais, Bush fils. Mais voilà, globalement, nous ne sommes pas très très loin, si vous voulez, de la configuration. Alors vous n'estimez pas qu'il y a rien de très... Il y a des potentialités positives dans ce plan pour Israël? Alors la potentialité, c'est que les Palestiniens, ou l'autorité palestinienne plus précisément, refusent l'initiative, la rejettent complètement, et qu'on parte sur sur une base d'actes unilatéraux qui pourraient aboutir à l'annexion de la vallée du Jourdain, ou plus exactement à l'extension de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les principaux blocs de localités d'implantation en Judée-Samarie. C'est ce qu'a déclaré cette semaine Kouchner, le gendre de Trump, spécialiste, enfin qui est le responsable de ce dossier, de l'application de ce plan, et qui a répété plusieurs fois qu'au cas où les Palestiniens se refusaient à négocier, Washington accepterait des prises de décision unilatérales. Tout à fait. Même si, encore une fois, si on se réfère à l'histoire, on verra qu'il y a rien de nouveau, puisque ça s'inscrit parfaitement dans la logique du plan Allon. La logique travailliste et traditionnelle en Israël a toujours considéré que la vallée du Jourdain devait être sous contrôle israélien. Alors, sous contrôle israélien, ça n'a pas toujours voulu dire, du point de vue israélien, sous souveraineté israélienne entière, mais en tout cas, nous ne sommes pas très très loin des positions classiques d'Israël, peu importe Mais vous qui êtes un expert de la région et des conflits, et de ce conflit entre autres, vous ne pensez pas que du point de vue des intérêts d'Israël, des intérêts bien compris d'Israël, il est extrêmement urgent qu'un gouvernement d'union, par exemple, ou d'urgence nationale, parce que pas forcément pour l'application du plan Trump, mais l'urgence, ce serait le corona, mais que ce gouvernement qui pourrait se créer, bien qu'on n'a pas l'impression qu'on aille tout de suite vers ça, et que c'est extrêmement urgent que se crée un gouvernement de ce genre, pas seulement pour gérer donc la crise du corona, mais pour mettre en œuvre au plus vite le plan Trump. Parce que l'extension de la souveraineté israélienne, c'est aussi sur 30% de la Judée-Samarie, et avec l'ensemble des localités. C'est-à-dire qu'Israël a tout de même intérêt à ne pas laisser ce plan être le énième plan qui aboutit à une impasse. Il y a quand même un intérêt israélien. Oui, alors il y a 2 éléments. Tout d'abord, il y a la nécessité de former un gouvernement, indépendamment de la question du deal du siècle. C'est absolument... cette situation est absolument absurde, elle n'a que trop duré. Il y a eu des impasses dans des démocraties parlementaires, on l'a vu en Grèce, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Mais bon, 1 an et demi, ça commence quand même à faire beaucoup. À un moment donné, je pense qu'il faut respecter le choix du peuple. Le peuple, à plus de 60%, a donné sa confiance à 2 grandes formations qui donc devraient pouvoir s'entendre sur un gouvernement d'union nationale. La question de savoir si le Premier ministre doit être un tel ou un tel, je pense que ce n'est pas une question politique, c'est une question juridique. La Cour suprême va se prononcer sur ce cas. Jusqu'à présent, il peut se présenter et il peut former un gouvernement. Netanyahou, vous voulez dire. Bien sûr. Et donc jusqu'à preuve du contraire, si la Cour suprême se prononce sur ce cas, bien entendu, dans ce cas-là, Netanyahou ne pourra pas former un gouvernement. La question est juridique et non pas politique. Je pense que cette crise... Alors qu'elle est hyper politisée. Elle, bien sûr. Elle est personnalisée, je dirais. Oui, malheureusement, ce que l'on peut regretter. Alors, une fois que ce sera fait, alors, est-ce qu'on va aller vers des mesures unilatérales? Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour procéder à des actes de cette nature. Il ne faut pas couper complètement le lien, de mon point de vue, avec l'autorité palestinienne, qui parle beaucoup,
Bon, en dépit de la rhétorique hostile et un petit peu agressive du président Abbas, on voit quand même que la coordination sécuritaire, la coopération entre Israël et l'autorité palestinienne n'a pas cessé. N'a pas cessé. Donc, c'est-à-dire que l'autorité palestinienne a intérêt, arrête des terroristes. Bon, on pourrait dire que c'est là aussi encore une absurdité. C'est qu'ils arrêtent des terroristes, ils nous aident à arrêter des terroristes, ou eux-mêmes ils arrêtent des terroristes. Et puis après, donc, grâce à leur aide, à leur appui, on arrive à les emprisonner. Après, eux, ils vont indemniser leur famille. C'est ça. Ça, c'était encore une autre question. Parce que s'ils considèrent que ces personnes doivent être indemnisées ou leur famille doit être indemnisée, alors pourquoi les avoir arrêtés? Pourquoi nous avoir aidés à les arrêter? Donc il y a là un certain nombre de contradictions dans la politique palestinienne, mais le plus important, c'est la coordination, la coopération sécuritaire qui est un élément fondamental dans la relation israélo-palestinienne et qui est au cœur en réalité du processus de paix. Il faut aussi savoir que lorsqu'on parle encore une fois, le deal du siècle comprend quand même un certain nombre d'éléments, si j'ose dire, un petit peu problématiques. Hein. Donc, on ne peut pas accepter le package tel quel. Il faut qu'on le développe. Et vous pensez à quoi en particulier? L'échange de terre dans le Negev? Voilà, ça c'est assez problématique. Tout d'abord parce que ça va à l'encontre de la doctrine de défense israélienne qui consiste à limiter à maxima et empêcher à ce qu'il y ait une frontière entre l'entité palestinienne à venir et un pays voisin, un pays arabe. Donc, excepté la bande de Gaza, on est censé contrôler les frontières. Et deuxièmement, je ne vois pas tellement l'intérêt d'annexer ou d'étendre la souveraineté sur des territoires de Judée-Samarie si en contrepartie, on va devoir abandonner d'autres territoires. Donc, il faut, à mon avis, être très, très prudent. Mesuré. Et très, très mesuré. Je pense qu'il y a des grandes lignes. Sur les grandes lignes, il n'y a pas tellement de... Il y a un consensus dans le pays. Les grandes lignes, c'est-à-dire que l'entité palestinienne à venir devra être démilitarisée. Elle ne sera pas sur toute la Judée-Samarie. Il y aura toujours une présence juive à Hebron, par exemple, ou dans les principaux points, soit qui ont une importance historique pour le peuple juif, soit une importance sur le plan stratégique et militaire. Et bien entendu, un contrôle israélien sur la vallée du Jourdain. Quelle que soit la forme de cette présence israélienne, je pense que ce sont des fondamentaux. C'est ça, mais vous énumérez une partie des conditions. En fait, quand on lit l'ensemble des 180 pages du document, il y a, même si ce n'est pas résumé dans un seul chapitre, il y a à peu près une dizaine de préconditions que les Américains ont mis en avant pour la création d'un État palestinien. Vous disiez démilitarisation, la possibilité de Tsahal d'intervenir en fait partout selon la situation, et le fait qu'ils doivent reconnaître le caractère juif de l'État. Enfin, il y a là des conditions qui sont rédhibitoires pour les Palestiniens, puisque à peu ou prou, ce sont celles qu'avait énoncées, si je me souviens bien, Netanyahou dans son discours de Bar-Ilan en 2009, lorsque toute la presse a noté qu'il avait passé le Rubicon en soutenant la création d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain, mais assorti de conditions. Et la plupart de ces conditions sont reprises dans le plan Trump. Oui. Et elles sont a priori inacceptables pour les Palestiniens. Oui, mais si les Palestiniens décidaient de négocier, de commencer à négocier, je pense que beaucoup de choses pourraient changer pour eux. Le seul élément qui est peut-être nouveau par rapport à tout ce qu'on a, à l'héritage d'Oslo, c'est la question de la reconnaissance d'Israël comme État juif. C'est ça, en fait, la seule nouveauté. Mais bon, ce n'est pas une question, si vous voulez, fondamentale. La question de refuser parce qu'en fait, la question de reconnaître Israël comme un État juif est liée au refus d'Israël de recevoir des réfugiés, entre guillemets. Donc, mais la question de refuser de recevoir des réfugiés était déjà inscrite par le passé dans tous les procès-verbaux des négociations. À aucun moment, Israël n'a accepté de recevoir le principe même de recevoir des... Si on doit résumer, vous pensez que, comme c'est malgré tout et malheureusement lié à l'impasse politique, le plan, pour l'instant, il n'est pas dans le tiroir, mais il est en suspension. Il est en suspension et je pense qu'il va le rester pour un bon moment. Pour un bon moment. Je pense que les Palestiniens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Leur refus de traiter avec l'administration américaine peut très bien être considéré comme un début de négociation. Et je pense qu'une fois qu'on aura un gouvernement en Israël et une fois qu'eux aussi auront réglé leurs problèmes internes parce qu'ils vont aussi avoir leurs propres élections,
les choses peuvent un petit peu bouger. Alors on va se donner rendez-vous pendant Mais quelques temps. on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour parvenir à un arrangement. Oui, ça s'est déjà fait par le passé, Ouais. tout à fait. Alors, deuxième thème connexe d'ailleurs de notre passage en revue de cette semaine, c'est la situation, a priori pour l'instant calme, accalmie provisoire dans la bande de Gaza, j'allais dire accalmie entre 2 rounds d'affrontements, puisque les derniers mois ont été marqués par une succession de 5 à 6 épisodes très violents. Alors, il y a une question de fond que j'aimerais vous poser sur ce sujet, c'est que la stratégie israélienne qui consiste depuis 2018, enfin depuis 1 an et demi, à autoriser des transferts de fonds du Qatar au Hamas. À ce jour, je crois qu'il y a quelques 258 millions de shekels qui ont été ainsi amenés et transférés via Israël, avec l'autorisation d'Israël par le Qatar. En échange de quoi ? Eh bien, d'une accalmie dans les attaques contre Israël. Mais est-ce que cette stratégie est-elle, d'après vous, justifiée, attendu qu'aujourd'hui, c'est plus le Hamas qui semble mener la danse, c'est le djihad islamique, pro-iranien, puisque ses armes et pas seulement son idéologie, mais surtout ses hommes sont entraînés et armés par l'Iran. Et c'est bien le djihad islamique qui mène la danse à Gaza, sans que le Hamas, on l'a vu lors des dernières rondes de violence, ne lève le moins de petit doigt quand il tire une centaine de roquettes, comme lors du dernier round d'il y a 3 semaines. Alors est-ce que cette stratégie qui semble inspirée par la réelle politique, parce que c'est pas toujours facile de considérer le Hamas comme une organisation responsable, est-ce qu'elle est fondée, effective ? Parce que dans les faits, le Hamas ne bouge pas quand le djihad tire. Bon, alors tout d'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que c'est le djihad islamique qui mène la danse. Le Hamas contrôle d'une main de fer la bande de Gaza. La bande de Gaza est aux mains de cette organisation terroriste et putschiste qui dispose de moyens incontestables. Et le djihad islamique, d'abord, est très différent du Hamas. Ce sont 2 organisations extrêmement différentes. Bien entendu, leurs attentats que nous avons connus dans nos villes et dans nos pendant la agglomérations seconde intifada, oui. ils sont identiques. Le mode opérationnel était très similaire, mais ce sont 2 organisations extrêmement différentes. Tout d'abord, le djihad islamique est beaucoup plus petit que le Hamas. Il a beaucoup moins de moyens que le Hamas. Il est beaucoup plus... ce sont plus des intellectuels à la base, de gauche. Des militants, disons. Islamistes de gauche. Ouais. C'est un peu une contradiction. Ouais. Mais c'est ce qui les rapproche du régime iranien. Parce que le régime iranien, si vous voulez, représente une nouveauté dans l'histoire des idées politiques, à savoir une rencontre, cette rencontre étrange et inédite entre un extrémisme religieux et une sorte de gauchisme tiers-mondiste revanchard qui en veut à l'Occident et aux pays riches et développés. C'est ça, en fait, en réalité, la révolution islamique iranienne. C'est ça en réalité. Et en cela, c'était une minorité au sein du clergé iranien à l'époque du Shah d'Iran. Du Shah Pahlavi. Et donc, le djihad islamique, c'est à peu près ça. Mais alors, il est extrêmement précieux pour les Iraniens, tout d'abord parce qu'ils partagent exactement cette même vision des choses, islamistes de gauche, et ils sont sunnites. Mais c'est extraordinaire, parce que le régime iranien a toujours cherché à jouer un rôle islamique et à se proposer comme une alternative pour l'ensemble des pays musulmans et non pas seulement pour les communautés chiites ou pour les pays à majorité chiite. Et donc avoir en son sein des groupes comme le djihad islamique, c'est du pain béni. Et il a essayé par le passé à se rapprocher des frères musulmans, ça n'a pas vraiment marché. Avec le Hamas, il est cher, mais même avec le Hamas, ça ne marche pas tellement. C'est vrai qu'il paye le Hamas, mais le Hamas n'est pas le Hezbollah. Le Hamas n'est pas complètement subordonné à l'Iran. Il a une marge de manœuvre, il a une certaine autonomie en matière de politique étrangère. On l'avait par exemple vu en Syrie. Il s'est opposé au régime de Bachar el-Assad, ce qui lui a valu d'être expulsé de Damas. Le bureau politique du Hamas siégeait à Damas jusqu'au début de la révolution syrienne. Et donc... Si vous voulez, ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une milice chiite comme celle que nous connaissons, que ce soit les Houthis ou Yémen. Mais pourquoi disiez-vous tout à l'heure vous étiez en désaccord avec Marmar? Parce que c'est-à-dire que le Hamas fait la loi à Gaza. Le Hamas laisse une marge de manœuvre au djihad islamique, mais cette marge de manœuvre est extrêmement réduite et elle est conditionnée par un comportement qui doit suivre quand même les instructions du Hamas. Le Hamas est souverain à Gaza. D'une part,
pour continuer à recevoir des fonds de la part des Iraniens, du régime iranien, et d'autre part pour montrer que c'est pas que le Hamas à Gaza, mais c'est la résistance avec un grand R, la résistance islamique composée de plusieurs mouvances et non pas seulement une accalmie avec des centaines de projectiles qui sont tirés sur Israël en un jour et demi, c'est quand même fort payé. C'est-à-dire que moi, je posais ma question, est-ce que la stratégie... Si vous me posez la question, est-ce que cette stratégie est bonne ? À mon avis, elle est très mauvaise. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée de négocier avec les terroristes. C'est bon, ça se fait au Yémen, puisqu'aujourd'hui, des éléments des acteurs arabes faisant partie du camp arabe modéré, même les États-Unis, ont conclu des tractations avec Al-Qaïda au Yémen dans la lutte contre les Houthis, soutenus par l'Iran. Ou encore, par exemple, en Afghanistan, on a vu ces négociations qui n'ont d'ailleurs mené à rien entre Américains et talibans. La veille d'une séance de négociation qui devait se tenir à Washington, les talibans ont quand même envoyé un kamikaze se faire exploser. Et du coup, les Américains ont annulé les négociations. Ils leur ont dit, écoutez, vous n'arrêtez pas les attentats. Les talibans se sont excusés. Ils ont dit, excusez-nous, c'était le dernier. Donc vous comprenez, le dernier de la liste. C'est absurde. C'est-à-dire, on marche sur la tête. Et là, c'est exactement la même chose. Négocier avec le Hamas, de mon point de vue, c'est vrai que ça permet de ne pas donner à l'autorité palestinienne la bande de Gaza sans que cette autorité palestinienne ne respecte entièrement ses engagements vis-à-vis d'Israël. On a quand même une série de réclamations que l'autorité palestinienne ne respecte pas, bafouant ainsi les accords signés par le passé, notamment en indemnisant les familles des terroristes. Et en continuant à inciter à la haine à Jérusalem, dans les quartiers de la partie orientale de la ville. On peut jusqu'à aujourd'hui voir des affiches égorge, ou des incitations à des actes violents. À des actes violents avec des couteaux, etc. On voit des illustrations extrêmement sauvages. Et avec le logo du Fatah, du Fatah, qui est quand même le parti au pouvoir au sein de l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, alors d'une part, ils font des efforts quand même assez importants, puisqu'ils coopèrent avec Israël, mais d'autre part, ils laissent à leurs militants une marge de manœuvre, ce qui est contraire à l'esprit même des accords signés par le passé. Et ça, c'est assez problématique. Si vous m'entendez poser la question, c'est quoi le mieux finalement ? Moi, je pense que le mieux, quand même, c'est de se débarrasser du Hamas à Gaza. On a eu plusieurs occasions au cours des 3-4 dernières années où l'Égypte avait pris des initiatives importantes, où l'autorité palestinienne avait même arrêté de financer les fonctionnaires dans la bande de Gaza. Et au lieu de les soutenir dans ce sens, ce qui, de mon point de vue, aurait été préférable, on a préféré leur transmettre des valises on peut dire de la part du Qatar. Un dossier encore en suspens. Alors, puisqu'on a aujourd'hui un entretien multiface, on fait un parcours. Troisième aspect de notre passage en vue régionale, des points chauds, des dossiers chauds de la région, c'est la situation hyper explosive au nord de la Syrie, avec les risques grandissants d'un conflit ouvert ou larvé, mais qui exploserait entre la Turquie d'Erdogan et les troupes syriennes, ce qui est déjà le cas, mais soutenu par la Russie. Alors ne peut-on pas parler à ce propos de véritable marche vers la folie du président turc Recep Erdogan, qui est contraire y compris aux intérêts de son propre pays, quand il promeut, applique une politique migratoire agressive dans la région et vis-à-vis de l'Europe, et surtout quand il fait monter les enchères en risquant de se confronter directement avec l'armée russe, qui, je le rappelle, est présente dans la région et en Syrie depuis septembre 2015. Est-ce qu'il ne joue pas avec le feu, Erdogan, là ? Encore une fois, quelle est sa marge de manœuvre ? Sa marge de manœuvre est extrêmement limitée, parce qu'il y a 3 acteurs dans la région d'Idlib en Syrie. Dans le nord-ouest de la Syrie, il y a le régime de Bachar el-Assad qui cherche à s'imposer et qui arrive à progresser enclave après enclave, village après village, ville même. Il a réussi à obtenir une ville assez importante dernièrement. Il y a la Turquie qui dispose de 12 points d'observation avec une présence donc militaire limitée en vertu d'un accord qui avait été signé avec les Russes
dans le cadre du processus de paix de Sochi. Et puis, il y a la Russie. Et l'acteur qui compte le plus, c'est la Russie, évidemment. La Russie contrôle l'espace aérien. La Russie est le principal acteur aujourd'hui militaire en Syrie, et d'ailleurs qui s'est imposé au détriment des Iraniens, qui sont aujourd'hui marginalisés. De plus en plus marginalisés. Et c'est un élément extrêmement important, c'est que même dans votre question, on m'avait parlé des Syriens, du régime d'Assad, des Turcs, de la Russie, mais pas de l'Iran. Personne ne parle aujourd'hui de l'Iran en Syrie, alors que... Non, mais j'allais vous poser une sous-question. Il y a 2 ou 3 Est-ce que cette situation, elle est profitable à Israël? C'est ça que j'allais vous demander. Bien sûr, elle est profitable à Israël. Et d'ailleurs, Israël a joué un rôle fondamental dans l'élimination des Iraniens de la scène syrienne. Il y a aujourd'hui des experts stratégiques qui siègent à Damas et qui jouent un certain rôle. Il y a des miliciens, mais il n'y a pas d'armement lourd. Vous rappelez de ces 200 missiles balistiques qu'Israël a bombardés en Syrie ouvertement la veille d'un sommet Netanyahou-Poutine à Moscou. Et à l'époque, les Russes étaient encore coopérés plutôt bien avec les Iraniens en Syrie. Et je pense que les relations se sont dégradées entre Russes et Iraniens en Syrie, pas seulement à cause des pressions qui ont été exercées par Israël, mais aussi pour d'autres raisons, en raison du comportement iranien irresponsable en Syrie, en raison de la nature même des milices islamistes et communautaristes qui agissaient en fonction d'un agenda qui n'est pas du tout celui des Russes. Mais Israël a aussi joué un rôle fondamental, de mon point de vue, qui a contribué à écarter les Iraniens de la Syrie. Leur présence aujourd'hui est extrêmement extrêmement symbolique. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre des Turcs pour pouvoir rester dans la région d'Idlib? Leur marge de manœuvre est extrêmement limitée. D'abord parce qu'ils ne sont pas militairement, ils ne disposent pas ils ne sont pas très présents en nombre dans cette région. Deuxièmement, parce que les Russes ne les laisseront jamais faire. Et ce sont finalement aujourd'hui les acteurs qui comptent dans cette région. Donc, je pense qu'on est aujourd'hui à la veille d'un nouvel accord entre Russes et Turcs, les Russes représentant le régime de Bachar el-Assad et ses intérêts, et les Turcs représentant les intérêts de l'opposition syrienne, même si cette étiquette englobe des organisations islamistes dont une partie sont classées sur la liste des organisations terroristes des États-Unis, de plusieurs pays de la région. Nous sommes à la veille d'un accord de cette nature parce que l'accord qui avait été signé dans le sillage du processus de Sochi a fait son temps. Aujourd'hui, le régime d'Assad a récupéré la majeure partie du territoire. Lui échappe aujourd'hui 2 zones. La zone sous contrôle de la Syrie démocratique, c'est-à-dire cet ensemble de milices dominées par les Kurdes, par les combattants kurdes, que les Turcs n'ont pas tellement réussi à déloger finalement, parce que les Américains n'ont pas laissé faire. Et puis deuxièmement, il y a encore une enclave à la frontière entre la Syrie et la Jordanie qui est contrôlée par les Américains, mais dans une zone extrêmement réduite et non peuplée. S'agissant de l'enclave américaine, il n'y a aucune revendication américaine sur ce territoire, donc ce n'est pas une question importante, et cette enclave ne représente pas un enjeu stratégique pour le moment. Concernant la partie contrôlée par la Syrie démocratique, les forces de la Syrie démocratique, ce n'est pas un groupe rebelle. C'est un groupe qui est autonome, qui s'est imposé à un moment où le régime d'Assad s'était effondré dans ces régions et des groupes terroristes étaient apparus, mais il coopère avec le régime de Bachar el-Assad. Bon, est-ce à dire que vous écoutez, on va vers une désescalade? Le dernier fief des rebelles, c'est Idlib, c'est le bastion des djihadistes et c'est le dernier fief des rebelles. Donc pour le régime d'Assad, c'est un point extrêmement fondamental s'il veut imposer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire d'une part, et d'autre part, c'est une région extrêmement importante pour le contrôle d'Alep. Et Alep est la deuxième ville en Syrie, la première ville
commercial en Syrie, économique en Syrie. Les 2 autoroutes qui lient Alep à Damas, les 2 autoroutes, il y en a 2, et les 2 passent par la région contrôlée aujourd'hui par la Turquie. Et donc pour le régime d'Assad, récupérer la région d'Idlib est un point fondamental, et c'est tout à fait compris par les Russes. Alors, on va vers l'épreuve de force Non, il n'y a pas d'épreuve de force parce que les Turcs ne pourront pas se mesurer aux Russes. C'est absolument impensable. Alors, à cela s'ajoute le fait que le régime d'Assad se plaint quotidiennement d'infiltration de terroristes, de roquettes, parce qu'ils reçoivent des roquettes, figurez-vous. Il y a des organisations qui envoient des roquettes sur la zone contrôlée par l'armée syrienne à partir de la région d'Idlib. Donc ce sont évidemment, bien entendu, c'est une situation dont nous sommes familiers ici. Et ce type d'argument, on le connaît également. Et ce discours est celui de la Russie, c'est-à-dire que la Russie n'est pas aujourd'hui un pays, une puissance neutre, mais c'est un pays qui représente les intérêts du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et par conséquent, je vois mal comment les Turcs pourraient continuer à résister à cette pression impressionnante exercée par le régime d'Assad et avec le soutien de la Russie. Je pense qu'il va falloir renégocier. C'est ce qu'il est en train de faire. La nature de la présence turque dans cette région. Mais la Turquie continuera à exercer une influence dans cette région jusqu'à, bien entendu, l'aboutissement d'un accord global sur le sort de la Syrie. Alors, 4e thème de notre passage en revue régional, un point, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé, sur les relations Égypte-Israël, qui semblent dorénavant assez bien se porter, d'autant... On s'en souvient que les liens noués entre les deux pays au plan sécuritaire et stratégique, notamment dans la région du Sinaï, se sont beaucoup renforcés depuis l'accès au pouvoir en 2014 du président Sisi, avec en plus un rôle diplomatique de médiateur assumé sérieusement par l'Égypte, comme à l'époque d'ailleurs du défunt président Moubarak, dans les tensions entre Israël et les Palestiniens de Gaza. Alors, il y a aussi d'autres éléments qui entrent dans cette embellie des rapports israélo-égyptiens, mais Israël considère l'Égypte comme un atout important au plan régional, au cœur de cette région justement tumultueuse, même si on ne va pas vers une normalisation qui n'est jamais intervenue. On a parlé avec Moubarak du fait qu'il était le gardien de la paix froide avec Israël, mais face aux dangers iraniens, face aussi aux dangers djihadistes dans la péninsule du Sinaï, il y a une coopération, il y a un axe stratégique important, et il y a une coopération qui rappelle les meilleurs jours, disons, de l'application du traité de Camp David. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Oui, c'est incontestable. Je dirais même que sur le plan de la coopération sécuritaire, on a atteint un sommet. Parce que le président égyptien l'a rappelé dans un entretien accordé à un journal américain, à une chaîne de télévision américaine. Ça a été considéré comme une bourde par son équipe et ils ont par la suite cherché à supprimer ce passage, mais la chaîne américaine n'a pas accepté. Ça a déclenché toute une crise en Égypte. Ils ont essayé de censurer sur la chaîne égyptienne. À propos du fait que l'armée israélienne, que Tsahal, avait effectué des opérations dans le Sinaï. À la demande. À la demande, bien entendu, du Caire. Alors, pourquoi la coopération est importante entre les deux pays ? Elle est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'en vertu des accords du traité de paix israélo-égyptien, le Sinaï est démilitarisé. Mais il est démilitarisé de façon graduelle. Il y a 3 zones dans le Sinaï. Il y a la zone A, B et C. Ça n'a rien à voir avec le découpage issu des accords d'Oslo, dans Judée-Samarie. C'est des niveaux d'armement tolérés. Voilà, tout à fait. Et donc, la zone qui est limitrophe à la frontière avec Israël est une zone complètement démilitarisée, en réalité, et avec une présence policière importante. Et les 2 autres zones sont... la zone du milieu est moyennement démilitarisée et celle qui est limitrophe au canal de Suez l'est encore moins. Alors à l'époque, c'est une petite anecdote, vous savez, les Égyptiens percevaient cela comme une humiliation. Pourquoi on doit démilitariser le Sinaï Alors Israël, pour les convaincre, leur avait dit, écoutez, nous aussi on va faire la même chose.
on va aussi démilitariser une partie chez nous. Mais proportionnellement au Au territoire. nombre d'habitants, ouais, aussi. Voilà, donc comme Israël est tellement petit, donc la zone démilitarisée, en réalité, c'est une petite 100 bande mètres, côtière Ouais. extrêmement symbolique, alors tandis que le Sinaï, non, c'était un arrangement en réalité de forme pour faire passer la pilule. Sadat n'était pas du tout d'accord dans un premier temps. Mais cette démilitarisation de la péninsule du Sinaï, qui est totale dans la zone frontalière avec Israël, nécessite pour les Égyptiens de recevoir une autorisation de la part d'Israël. Donc, pour intervenir c'est extrêmement militairement. encadré dans l'espace et dans le temps pour pouvoir intervenir dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les Égyptiens ont besoin d'entrer avec leur aviation. Il y a une zone où ils avaient fait la demande pour pouvoir faire entrer des chars. Donc ça, c'est un premier axe de la coopération. Un deuxième axe de la coopération, c'est au niveau des renseignements. Parce que tout d'abord, Israël dispose d'une banque de données extrêmement précieuse pour l'ensemble des pays de la région, y compris pour le Soudan et pour des pays qu'on pensait très loin de toutes nos problématiques. Et aussi pour mettre sur écoute les terroristes. Parce que figurez-vous que les terroristes agissant dans le Sinaï, généralement, jusqu'à peu de temps, avaient des téléphones cellulaires israéliens. Pour pouvoir échapper, justement, aux renseignements égyptiens. Et donc, pour les mettre sur écoute, il faut toujours passer par Israël. Et puis, enfin, troisièmement, pour des raisons purement topographiques, l'Égypte a demandé à Israël de pouvoir intervenir pour effectuer des frappes. Et c'est ce qui a été décrit dans une très grande précision par le président Sisi dans ce fameux entretien que les Égyptiens ont cherché à censurer par la suite. D'accord. Alors ça, c'est deuxième chose. Donc voilà. Donc la relation est à son plus haut niveau depuis les origines. Vous avez parlé de paix froide, je crois. Oui. Vous savez, alors la position israélienne publique a toujours été de dire mais la paix est froide, nous on fait tout pour pouvoir attirer les touristes égyptiens. Avoir des liens culturels, des relations culturelles, des relations commerciales. Mais je pense qu'on n'a jamais eu tellement intérêt en Israël à avoir une paix chaleureuse. Beaucoup plus chaleureuse. Parce qu'une paix chaleureuse avec l'Égypte, ça quand même implique des risques pour Israël. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Vous imaginez si 1% des Égyptiens décidaient de travailler en Israël, le poids démographique que cela représenterait. Vous savez, la Libye sous Kadhafi, 50% de la Libye, c'était des travailleurs égyptiens. Au Koweït, il y a 1 million. Le petit Koweït, il y a 1 million de travailleurs. 1 million d'Égyptiens travaillant en Israël. 1 million. Ou même 500 000. Ou même 500 000 qui pourraient se marier avec les Arabes israéliens, musulmans et chrétiens. Ça représenterait, je pense que c'est l'un des enjeux en réalité de la géopolitique moyen-orientale, c'est ce décalage, ce fossé qui existe entre petits pays et les grands pays, entre les grandes forces démographiques écrasantes qui pèsent lourdement sur les petits pays. Les petites monarchies du Golfe également ont les mêmes... Plus d'1 million de bébés naissent chaque année en Égypte. Alors, je ne me rappelle pas exactement des chiffres parce que ça augmente tout le temps. Ouais. Mais il faut... Oui, bien sûr, c'est un fardeau. C'est le véritable Inde du Moyen-Orient. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, au titre, donc c'est intéressant ce que vous dites, au titre de cette, des limites et en même temps des différentes formes que peut prendre cette coopération, on disait tout à l'heure qu'il y a une compréhension commune vis-à-vis du danger islamiste, notamment dans le Sinaï, et puis vis-à-vis de l'Iran, puisque l'Égypte a été un peu l'un des pays leviers pour former cette alliance informelle entre pays sunnites dits modérés contre l'Iran. Et puis il y a aussi d'autres aspects plus économiques et culturels, puisque au registre de l'économie, il y a l'accord sur le gaz, qui est quand même assez historique. Il y a aussi la compréhension
presque semblable au Caire et à Jérusalem, que les États-Unis doivent tenir un rôle économique important dans la région. Il y a eu toute une élaboration sur le rôle régional de ce qu'on appelle en anglais des Qualified Industrial Zones, les zones qualifiées industrielles, qui sont des enclaves avec des taxes intéressantes pour promouvoir les échanges commerciaux. Et puis, tout dernièrement, il y a eu aussi au plan culturel, outre les efforts du gouvernement Sisi de se montrer moins dur vis-à-vis des Coptes, il y a eu aussi les actions pour protéger le patrimoine juif avec la restauration de et puis aussi du cimetière juif du Caire qui est en réfection. Est-ce que vous pensez que ça va ensemble ? Comment est-ce que ce sont des petites touches, ou est-ce que Sisi veut finalement pas seulement... Bon, ce qui est important pour un pays comme l'Égypte, c'est la sécurité, et le gaz aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas là des éléments d'une paix qui serait un peu moins glacée ? Ce qui est important dans toutes ces avancées, c'est le fait de briser des tabous. Même si ces actes n'ont pas une portée très importante en réalité, ça reste quand même des actes symboliques, mais ça brise des tabous. Ça veut dire qu'on peut voir à la télévision publique égyptienne un rabbin, officier, qu'on peut voir des représentants de la communauté juive égyptienne, de ce qui en reste, s'exprimer sur des chaînes publiques en Égypte. Chose qui était un peu sans précédent. Bien sûr. Donc voilà, que le président Sisi, que le président de la République en Égypte puisse ou prenne pour habitude d'assister à la messe du Nouvel An au sein de la grande cathédrale copte au Caire. Voilà, ce sont donc des mesures, ou que des fêtes, des fêtes chrétiennes soient des fêtes nationales. Donc ce sont des mesures, bien entendu, qui ont une portée symbolique, mais qui sont importantes parce que ça brise des tabous. Si on compare cela à la situation, par exemple, qui existait par le passé, depuis 1952, c'est-à-dire depuis le coup d'État qui a mis un terme à la monarchie, qui a proclamé la République en 1953, et on voit que c'est quand même une situation qui est plutôt bonne, même si elle reste très insuffisante, compte tenu de la montée en puissance de l'islamisme, et compte tenu des pressions incroyables qui ont été exercées sur les minorités religieuses en Égypte depuis plus d'un demi-siècle de contrôle militaire. Par le passé, en Égypte, vivaient des communautés tout à fait librement. Il y avait même des religions qui n'étaient pas reconnues par l'État égyptien, mais qui étaient tolérées, comme les Bahaïs, par exemple. Il y avait des temples Bahaïs en Égypte. Plusieurs premiers ministres étaient coptes. Alors, est-ce à dire ça que le président Sisi, dont on connaît mal en fait la personnalité, serait moins conservateur que le défunt Moubarak ? Parce qu'il est issu de milieu conservateur, Moubarak, la petite bourgeoisie conservatrice de province, si on peut dire. Moubarak était quand même beaucoup plus libéral que Sisi. Sisi est un militaire, d'abord. Est un musulman pratiquant. Moubarak ne l'était pas. La femme de Sisi ainsi que ses deux filles sont toutes voilées. Sous Moubarak, bien entendu, personne n'était voilé parmi la classe dirigeante, et on n'avait même pas le droit de nommer une présentatrice de télévision voilée ou de nommer un ambassadeur à l'étranger si son épouse était voilée. Je crois qu'on pouvait être consul, mais pas ambassadeur, si on avait une femme voilée. Donc, je ne pense pas que l'on puisse considérer que Sisi soit plus libéral que Moubarak, mais je dirais que les temps ont changé. Sous Moubarak, la nature du régime était différente. Moubarak voulait composer avec les islamistes. Il y avait aussi une méfiance vis-à-vis de l'église égyptienne héritée de l'époque Sadat, où il y avait eu à plusieurs reprises des affrontements entre le pouvoir et la papauté égyptienne. Donc je dirais que les temps ont changé tout simplement. Et ces changements ont touché l'ensemble du Moyen-Orient et non pas seulement l'Égypte. En Arabie Saoudite. Donc ça tient aussi, plus à la situation objective qu'à la personnalité de... Oui, je pense à Bahreïn, on fait Hanouka aujourd'hui. En Arabie Saoudite, on commence à construire des églises,
pas pour les Surpilotis, immigrés, peut-être, non? pas pour les immigrés coptes et les immigrés syriens, enfin les Arabes chrétiens de la région, mais pour les soldats américains et pour les touristes. C'est intéressant. Donc voilà, il y a quand même des progrès qui sont effectués. Je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut inscrire les efforts déployés par le régime de Sisi. De Sisi. Alors, 5e thème de notre kaléidoscope et dernier passage en revue régional, c'est la situation en Iran. Avec là aussi une fuite en avant du régime iranien, qui par ailleurs est en proie, enfin parallèlement plutôt, à une large et étonnante épidémie de coronavirus, avec plus de 7000 malades déclarés officiels, des centaines de morts, dont on ne connaît pas très bien le chiffre, mais ça a l'air considérable, une vague qui a touché une trentaine de parlementaires malades, dont quelques-uns sont déjà morts, certains chefs sécuritaires importants. Alors ça n'empêche pas cette situation assez catastrophique, dont on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi elle est aussi développée par rapport aux autres pays de la région. Ça n'empêche pas le régime de Téhéran de continuer à toujours vouloir régir les affaires de ses voisins, puisque les mollahs ont envoyé il y a quelques jours en Irak l'une de leurs éminences grises sécuritaires, Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil national de sécurité iranien, pour qu'il exerce un contrôle rapproché dans on dirait en hébreu le balaga, dans la pagaille politique qui règne sur la scène irakienne, à Bagdad, et après toutes les émeutes auxquelles on a assisté cet automne, où plus de 600 Irakiens ont été tués par balles par les milices chiites dans les manifestations, avec 20 000 blessés. Les Iraniens ne savent plus où donner de la tête. Ils ont une situation sanitaire très grave. Et puis par ailleurs, ils veulent continuer leur marche vers l'hégémonie régionale, ils ne renoncent à rien. Alors il y a une situation un peu paradoxale. On me rappelait que c'est justement d'autant plus paradoxal que les pays de la région ont décidé de fermer leurs frontières avec l'Irak, avec l'Iran, l'Irak, entre autres, ces derniers jours, la Turquie, le Koweït, l'Afghanistan et aussi le Pakistan ont décidé de fermer leurs frontières avec l'Iran, qui devient un État paria à cause du coronavirus, pas forcément à cause de ses positions sur Israël, mais il y a là un mélange un peu détonnant, une situation très trouble. Est-ce que c'est votre analyse aussi De toute façon, moi j'ai toujours dit que le régime iranien était un régime paria, qu'il était considéré comme tel par ses voisins. Il a 15 voisins. 14 parmi les 15 disposent de bases militaires américaines ou d'accords de défense commune avec les États-Unis. Le seul pays limitrophe à l'Iran qui n'a pas d'accord de défense avec les Américains ni de base militaire, c'est le seul pays non musulman de son entourage, à savoir l'Arménie, la petite Arménie chrétienne, qui a aussi des relations privilégiées avec les Américains, ceci étant. Le régime iranien, alors en plus, il est dans une situation qui n'est pas très enviable, parce qu'il est sous le coup de sanctions qui l'étouffent, de sanctions qui sont non seulement donc respectées par les pays européens en grande partie de plus en plus. La tendance est croissante, c'est ça qui est important, c'est de voir la tendance aussi. C'est que de plus en plus de pays de la région respectent ces sanctions, y compris l'Irak, qui dans plusieurs domaines, dans plusieurs branches, applique les sanctions, et il ne les applique pas dans un nombre limité de branches avec l'autorisation des Américains, parce qu'ils considèrent que s'ils respectaient les sanctions, par exemple en matière dans plusieurs de ces branches, eh bien, cela impacterait négativement l'économie irakienne. Mais globalement, l'Irak donc s'inscrit dans ce dispositif encerclant le régime iranien. Les manifestations qu'ont connues l'Irak et que vous avez soulignées ont éclaté dans le sud chiite de l'Irak. Donc à Basra, dans le bastion du chiisme irakien. Pro-iranien. Le clergé irakien ne soutient pas du tout, s'oppose au régime iranien. Et donc là, déjà, tous ceux qui ont parlé de conflits sunnites-chiites, de bipolarisation du Moyen-Orient selon ce clivage confessionnel, je pense, n'ont pas été précis. Le régime iranien représente le régime iranien. Il ne représente pas les chiites de la région. Et le rôle qu'il joue dans les pays où il cherche à étendre son influence se fait à travers des milices
et des groupes armés, mercenaires qui n'agissent pas pour des raisons uniquement communautaires ou religieuses, mais pour des raisons tout à fait objectives liées à leur subordination en matière d'armement et d'intérêts financiers. En Irak, aujourd'hui, l'enjeu pour les Iraniens est extrêmement clair. Ils savent très bien que s'ils ne font rien, l'Irak va leur échapper. Dans la lutte contre le groupe État islamique dans le nord de l'Irak, un ensemble de milices ont été instituées avec l'appui du gouvernement irakien et en coordination avec l'armée irakienne. Il s'agit d'environ 600 brigades. 600 brigades, ce qu'on appelle le Hashd al-Sha'b, les unités de mobilisation populaire. Ce ne sont pas des chiites, ce sont 600 brigades. Dans ces 600 brigades, il y a des brigades chrétiennes, dont la langue officielle est l'araméen. Et il y a parce que c'est des Assyriens, il y a des brigades kurdes, il y a des brigades Shabak, c'est une minorité nationale en Irak dont personne n'en parle. Il y a une brigade yézidi, et il y a des brigades sunnites, il y a des brigades chiites anti-iraniennes, opposées à la doctrine officielle du Velayat e Faqih, qui est la doctrine du régime iranien, qui oblige le politique à se soumettre à l'avis des religieux. Et il y a un nombre de brigades, parmi les brigades chiites de ces Hashd al-Sha'b, de ces unités de mobilisation populaire, il y a quelques-unes de ces brigades qui sont pro-iraniennes. Ce sont les unités Badr, les brigades Badr, les unités Badr, et un certain nombre d'autres. C'est loin de faire l'unanimité, c'est ça que vous dites? Alors, une fois que la guerre a été menée contre Daesh et que le groupe État islamique a été défait, en tout cas en tant qu'entité territoriale, le gouvernement irakien a appelé les unités de mobilisation populaire soit à déposer les armes, soit à se fondre dans l'armée, soit pour ceux qui sont pour les unités professionnelles, à se fondre dans l'armée irakienne. Alors, il y a eu des unités qui ont déposé les armes, d'autres se sont fondues dans l'armée irakienne, ça a été fait de manière tout à fait ordonnée, et il y a encore des brigades récalcitrantes. Ce sont les brigades soutenues par le régime iranien. D'accord. Et donc, ils ont des intérêts extrêmement clairs. C'est une situation un petit peu similaire à celle du Hezbollah au Liban. C'est comme si aujourd'hui au Liban, on disait voilà, le Hezbollah doit déposer les armes ou en partie, et pour les professionnels, intégrer l'armée libanaise. L'appareil de renseignement du Hezbollah, les professionnels peuvent éventuellement s'intégrer dans l'armée libanaise. Et vous avez bien sûr des unités récalcitrantes. Et c'est à eux qu'on attribue les tirs qui ont fait environ 600 victimes durant les protestations en Irak. Ce n'est pas l'armée irakienne qui a tiré sur eux. Mais heureusement qu'en Irak, quand même, il y a une armée forte et un gouvernement qui n'entend pas du tout laisser les Iraniens s'imposer et régner dans les régions où ces unités pro-iraniennes... Alors, mais moi, j'ai une autre question à propos de l'Iran, puisque c'était le point de départ, parce qu'il y a ce qui préoccupe beaucoup Téhéran, à part l'Irak, ce dont on vient de parler en détail, c'est l'épidémie. Est-ce que vous avez une explication, je dirais, factuelle, rationnelle, pour expliquer, ou tenter d'expliquer la proportion prise par cette épidémie à Téhéran? Entre autres, moi j'ai lu dans différents rapports selon lesquels les Iraniens qui ont des liens économiques et militaires assez intenses avec la Chine n'ont pas stoppé les vols en provenance y compris des régions touchées, et des centaines, des milliers de Chinois ont continué à voyager vers l'Iran, ce qui pourrait être une des causes de cette pandémie assez sérieuse qui les menace aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres explications à cette situation? Je pense que d'abord, la vie humaine n'a pas la même valeur dans les dictatures que dans les démocraties. Et donc, à partir de là, les mesures de précaution, et cela, on le voit de manière systématique dans tous les pays de la région, les mesures qui ont été prises, par exemple, par Israël ou par les pays européens qui ont été touchés par cette épidémie, notamment l'Italie et la France également, on voit que les pays de la région sont très en retard. Pas en termes de moyens, mais en termes de motivation, de politique, d'action prise pour lutter contre l'épidémie dès les origines. Deuxièmement, il n'y a pas de transparence dans ces pays. Donc on ne peut pas vraiment savoir quelle est l'ampleur du phénomène,
puisque les chiffres qui nous parviennent des Filtrés, pouvoirs en place. Par les agences officielles. Et vous ne pouvez pas contredire ces chiffres. Et donc, à partir de là, on ne peut pas être vraiment sûr des données dont nous disposons. Mais tout de même, vous pensez que les relations privilégiées entre Beijing et Téhéran, ils sont pour quelque chose? Si le pays est isolé sur la scène internationale et régionale et qu'il n'a de relations... En tout cas, la Chine représente un atout considérable pour le régime iranien. Tout d'abord, de par sa proximité géographique, compte tenu aussi du poids de la Chine et de son impact sur l'économie iranienne. Donc je pense que rompre avec la Chine ou de stopper... fermer les frontières. De manière temporaire, aurait pu peut-être sauver... des vies humaines, mais... ça ne rentre pas en compte. C'est-à-dire que ça aurait eu quand même un impact extrêmement négatif sur l'économie iranienne. Donc c'est un tas de paramètres qui doivent être pris en compte lorsqu'on analyse la diffusion de l'épidémie en Iran, qui a été effectivement plus rapide et plus importante que dans les autres pays de la région. Eh bien, merci Meir de ce passage en revue très riche qui en fait nécessite pas mal de temps. Merci aussi pour votre synthèse. Et puis, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine.